Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de l'accastillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winches, systèmes hydrauliques et accastillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition naviguant sur les plus prestigieuses épreuves, de la Coupe de l'Amérique à The Ocean Race, en passant par le Vendée Globe ou les Jeux Olympiques. Installé en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits. C'est le cas de sa récente gamme de poulies Zircon, conçue avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies Blackmagic qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière performants. Autant de produits que vous pouvez retrouver en ligne sur arken.fr. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipnshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 175e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 30 juillet, il est exactement 18h30 et exceptionnellement cette semaine et la suivante, nous enregistrons un mardi soir et diffusons cet épisode de Pause Report mercredi matin pour ne pas être en décalage avec l'actualité des Jeux Olympiques qui va nous occuper. Pour revenir aujourd'hui sur les 3 premiers jours de compétition, nous recevons 2 marins qui sont actuellement à Marseille où ils suivent les régates de très près. Le premier a été sacré champion du monde de planche RSX en 2015 avant de décrocher la médaille de bronze un an plus tard aux Jeux Olympiques de Rio. Il s'agit de Pierre Lecoq. Bonsoir Pierre. Bonsoir Axel. Le second a quant à lui disputé les Jeux de Tokyo il y a 3 ans en 49er avec Lucas Rual. Il a participé sur le même support à la préparation olympique pour Paris 2024. La sélection étant finalement revenue au duo Erwan Fischer et Clément Péquin. Il s'agit d'Émile Amoros. Salut Émile. Bonsoir Axel. Messieurs, avant de vous donner la parole, parce que vous êtes particulièrement bien placés pour nous parler de ce qui se passe sur le plan d'eau de Marseille, je vais faire un retour rapide sur ces 3 premiers jours de compétition dans les 4 séries qui sont parties. La compétition en voile concerne pour l'instant la planche féminine et masculine passée sur ces jeux en version foil, l'IQ foil, et les 49ers et 49er FX. Ce soir, après 6 manches en IQ foil féminine, c'est la Britannique Emma Wilson qui domine nettement les débats, devant l'Israélienne Sharon Cantor et l'Italienne Marta Maghetti, tandis que Hélène Noes-Moen, la représentante française, est 6e. Du côté des hommes, c'est le néerlandais Luc van Opzeeland qui est en tête devant le polonais Pavel Tarnowski et l'israélien Tom Reveny. Nicolas Goyard est quant à lui 5e. En 49er FX, alors qu'il reste 3 manches et la medal race à disputer, les néerlandaises Odile van Aanholt, Annette Duets, championne du monde en titre, se sont emparées des commandes aujourd'hui, devant Charline Picon et Sarah Steyert, solide 2e, qui devance quant à elle les Suédoises Vilma Bobek et Rebecca Metzler. Enfin, en 49er, la compétition est pour l'instant dominée par les Espagnols Diego Botin, Florian Trittel, devant les Irlandais Robert Dixon, Sean Guadilov et les Néo-Zélandais Isaac McCarty, William Mackenzie, tandis que les champions du monde français Erwan Fischer et Clément Péquin sont 8e. La compétition se termine pour le 49er et 49er FX jeudi. Plus tard pour les autres séries, tandis que les 470 mixtes entrent en lice jeudi, les autres supports le week-end prochain. Voilà pour ce rapide récapitulatif des 3 premiers jours de compétition. On va d'abord demander à nos 2 invités comment ils vivent ces jeux. On va commencer avec toi, Pierre Lecoq. Je crois que Pierre, toi, tu es ce qu'on appelle un leader d'ambiance. Raconte-nous un peu. Ouais, c'est le CNOSF qui a mis ça en place en fait pour
pour essayer de fédérer les supporters et essayer d'allumer la mèche un petit peu quand il y a besoin pour essayer de faire vibrer au maximum le public et supporter au maximum nos Français. C'est vrai que c'est très très rare aux Jeux Olympiques d'avoir autant de monde sur la jetée, autant de monde sur l'espace spectateur. Là, on est vraiment très très surpris en fait depuis le début des Jeux. Il y a vraiment un monde qui est incroyable autour de la marina olympique. On a la possibilité d'être sur la jetée pour regarder les manches de près. Et il y a vraiment un public qui est venu en masse, qui est pas forcément connaisseur en plus, donc il y a pas mal de choses à expliquer toujours. Et puis le but c'était de supporter au maximum les copains et puis de le faire avec d'autres amis qui sont venus là de Brest aussi, des planchistes du pôle de Brest qui sont venus pour m'accompagner dans cette tâche. D'accord. Et du coup, quel est ton rôle? Tu chauffes les supporters ou tu as un rôle d'explication? Raconte-nous de quoi sont en fait tes journées. Ouais, c'est vraiment un petit peu les deux. En fait, on essaie vraiment de pas louper le coche quand il y a les athlètes qui passent devant la digue, parce qu'en fait, du coup, les athlètes sont obligés de passer vraiment devant une bouée de dégagement quand ils vont sur leur zone de course. Et c'est vrai qu'on a vécu déjà là des moments incroyables à chaque fois que Charline et Sarah sont passées, notamment hier. Là, c'était vraiment la folie. Il y a leur famille qui est là, il y a la petite fille de Charline qui était là. Tout le monde est vraiment en transe parce que c'est rare, comme je dis, d'avoir la possibilité de voir les athlètes d'aussi près. Sur les derniers Jeux Olympiques, il n'y avait pas du tout la possibilité de faire ça. Donc Charline m'a avoué qu'elle avait les larmes aux yeux en partant sur l'eau et en revenant des manches quasiment à chaque fois parce que c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et tu n'es pas du tout sur l'eau? Si j'ai été un petit peu sur l'eau aussi aujourd'hui, j'ai été également sur l'eau parce que du coup j'ai eu l'accès à une vedette là dans le cadre de l'expérience olympique et du coup j'ai pu aller suivre sur l'eau des manches également aujourd'hui, ouais, notamment les manches d'IQ Foil hommes et femmes. Émile, tu es également à Marseille et tu suis de près ces régates. Raconte-nous toi comment tu les vis. Alors oui, moi je suis à Marseille, là je suis au club France, ils appellent ça, donc c'est même pas dans la marina, c'est juste à côté. Et je suis l'ambiance marseillaise où on peut suivre tous les sports et évidemment la voile aussi. On a la chance de voir les sports de très proche. Et en début de semaine, j'étais à commenter sur la Villa Agabi, donc un peu plus en hauteur. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que de n'importe quel point de vue, on voit quand même assez bien les régates. Ouais, comme le disait Pierre, on a l'impression qu'il y a une ambiance, de folie. J'ai l'impression que sur tous les sites de compétition, je peux aussi en parler parce que moi je suis sur Paris, je suis sur quelques épreuves et donc j'ai été voir des épreuves, avec des ambiances incroyables. Toutes les salles sont pleines, toutes les enceintes sont pleines. J'ai l'impression que c'est pareil à Marseille. Raconte-moi un peu comment toi tu vis ça, Émile, de ton côté? Mais moi, j'ai pas encore été dans la digue avec tout le monde quand les athlètes sortent, mais j'ai vu les vidéos et je comprends que Charline soit émue parce que c'est franchement beau à voir. Je trouve que ça donne envie. Je suis assez envieux, hein. J'aurais aimé être sur le Forti qui sort pour vivre ça. Après, moi, concernant le Club France, bah là, derrière, on entend, il y a l'enceinte, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde sur la plage qui se baigne. Il y a aussi la Fédé, en tout cas, le CNO qui a mis en place les essais pour les bateaux, pour naviguer. Là, ça navigue devant moi. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment des jeux qui ont l'air d'être accessibles, où tout le monde peut vraiment en profiter. Et il n'y a pas forcément besoin du billet pour profiter des jeux, en tout cas ici à Marseille. Ouais, j'imagine que toi qui as vécu Tokyo et le huis clos de Tokyo, ça doit changer d'ambiance. Ah oui, oui, moi j'ai vu que les jeux, heureusement, ils ont été maintenus, mais c'était pas des jeux marrants. Il n'y avait pas beaucoup de partage parce qu'il n'y avait pas de supporters. Enfin, il y avait que les athlètes. Donc effectivement, c'était des jeux voilà à huis clos. Et là, bah, je suis content de pouvoir vivre en tant que spectateur ces jeux-là parce que c'est vrai que c'est une autre ambiance et puis ça va faire que monter avec les prochains jours et les jours de finale qui arrivent. Pierre, raconte-nous un peu justement le cérémoniel de sortie de la marina. J'ai l'impression que dans tous les sites de compétition, on voit notamment au Grand Palais les escrimeurs qui descendent l'escalier principal du Grand Palais. Il y a tout un cérémonial qui est mis toute une scénarisation qui est mise en place par l'organisation. Et comment ça se passe exactement à Marseille? Alors pour le moment, comme je te disais, du coup les athlètes vraiment doivent longer la digue en fait qui sort de la marina. Il y a une bouée de dégagement, donc il y a vraiment cette obligation-là pour passer au plus proche du public. Ils sont vraiment juste en contrebas de la digue, hein, donc ils nous entendent vraiment très très bien.
Et ensuite, je crois que pour les journées de finale, de ce qu'on a vu sur Terre, c'est qu'ils ont vraiment préparé des places pour les 10 bateaux qualifiés en medal race, vraiment pareil, juste devant le public. Donc côté plage en fait, parce que c'est vrai que la marina, il y a côté marina dans le port et côté plage. Là vraiment pour les medal race, tous les bateaux seront rapatriés côté plage. Il y a déjà les tapis qui sont prêts pour positionner les futurs bateaux sélectionnés en medal race. C'est vrai que c'est assez fou de voir que là c'est vraiment des jeux très ouverts. Quand on se balade là dans le public et dans le site, on est à quelques mètres des planches qui préparent leur gréement. Donc pour le public, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je parlais avec un bénévole qui me disait même que du côté athlète, c'était un peu perturbant même. Certains athlètes avaient un petit peu euh, enfin gueulé parce que pour eux c'était C'était ils trop, ouais. avaient ils avaient vraiment un manque enfin ils avaient plus de mal à se concentrer, c'était limite un peu trop, mais en tout cas pour le spectateur c'est vraiment exceptionnel. Et il y a une tribune de 12 000, il y a 12 500 places tous les jours qui sont pleines, c'est ça? J'ai l'impression que c'est sold out tous les jours quasiment. Ouais, il y a vraiment énormément de monde sur site. Alors c'est pas des tribunes, s'il n'y a pas de place assise, donc c'est vraiment le long de la digue et également en fait sur tous les terre-pleins, il y a des écrans vraiment géants avec des commentateurs en anglais, en français pour essayer de suivre au maximum. Après c'est vrai que bah ça reste de la voile, c'est pas toujours facile à comprendre, à vulgariser. Certaines épreuves ont lieu vraiment très très loin. Après, c'est vrai qu'on a vraiment hâte d'avoir les finales qui normalement devraient se dérouler proche de terre, parce qu'encore une fois, voilà, là, il y a vraiment une ambiance qui est assez folle sur cette marina. Et on peut, en attendant, si on ne comprend pas grand-chose, on peut se baigner. C'était d'ailleurs le cas à Rio, où toi, tu as décroché la médaille de bronze en planche. C'était aussi un site assez particulier, Rio, Pierre. Ouais, c'était exceptionnel bah, de par le paysage déjà, parce que c'est vrai qu'on naviguait au pied du pain de sucre avec le Corcovado aussi qui nous surplombait. Il y avait l'endroit était vraiment exceptionnel parce qu'on était vraiment au cœur de la ville haute. Donc ça, c'est vrai que c'est assez rare pour la voile. Euh, la voile est quand même souvent, bah voilà, très 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 décentrée par rapport à la ville haute. Et là, on a eu la chance à Rio de vivre ça. Donc ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Il y avait une petite plage qui était beaucoup moins grande, beaucoup moins grande que là ce qu'ils ont fait pour Marseille, hein. Je pense que je dirais que c'est 10 fois plus petit presque ce qu'il y avait à Rio par rapport à ce qu'il y a là. Ouais. Émile, parlons un peu des conditions depuis le début de la compétition. Donc, on rappelle que la compétition a démarré dimanche. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pour l'instant plutôt du petit temps sur le plan d'eau marseillais, même s'il y avait peut-être un peu plus de vent aujourd'hui. Oui, exactement. C'est vraiment du petit temps. C'est quand même voilà ce qui pouvait être attendu à Marseille, hein. C'était qu'on savait que c'était quand même plutôt soit du petit temps, soit un beau thermique. Pour l'instant, les 2 premiers jours étaient assez light. Et aujourd'hui, ça a pu monter jusqu'à 15, même certains moments 10 bineux. Mais c'est bien redescendu en fin de journée. Les fortis sur la dernière manche ont vraiment eu peu de vent. Donc globalement, sur les manches qui ont été parcourues, c'est vraiment du 80% petit temps. Ouais. D'accord. On va maintenant passer en revue les quatre séries qui ont commencé. Donc, je rappelle, IQ Feuille féminine, masculine, 49er FX. On va commencer par peut-être pour l'instant la très bonne surprise de ce début de compétition, la deuxième place provisoire pour l'équipe de France, en tout cas de Sarah Steyert et Charline Picon. Émile, j'imagine que tu gardes un œil attentif sur les performances du skiff, hein. On appelle ça un skiff, c'est ton support, même s'il est un peu plus petit en tout cas moins toilé aussi pour le sport féminin. Quel est un peu ton regard sur, pour l'instant, les performances de Charline et Sarah? Mais oui, donc déjà, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment plein d'émotions. Bah, c'est pas tant que ça une surprise parce que les filles avaient déjà fait un très très bon résultat au championnat d'Europe en novembre dernier. Et dans le petit temps, elles faisaient pour moi déjà partie du top 3 mondial. Donc dans le petit temps, c'est pas une surprise. Ce que je trouve qu'elles font très très bien, c'est qu'elles ont réussi sur les 2 premiers jours à encaisser le gain, en tout cas à vraiment prendre parti de ce petit temps. Ça, c'est vraiment une grosse performance. Donc on voit bien que là, avec le premier jour, 5 manches de 2 et une manche de 6, voilà, c'est vraiment une prouesse. C'est vraiment une prouesse. Elles ont pris une avance conséquente.
Et aujourd'hui, il y a un peu plus de vent et ils ont fait aussi une très bonne journée parce que ils sont moins à l'aise, mais ils ont vraiment limité la casse, je trouve. Et ça, c'est aussi une très belle prouesse de leur part. Ouais, en quoi elles sont à l'aise dans le petit temps? C'est quoi leur force? Bah, déjà, il faut imaginer qu'il y a à L2, elles doivent cumuler 6 Jeux Olympiques, T'as peut-être même raison. plus 7 Jeux Olympiques. Donc deux médailles. Donc, c'est Charline qui a les deux, hein, donc or et argent. Donc, il faut imaginer que dans un équipage, là, ça cumule 7 JO. Donc, il y a l'expérience, il y a le fait que tactiquement, elles sont au point. Voilà, les deux, c'est vraiment des compétitrices de fou. Moi, je vois Charline, le parcours qu'elle a fait. Je parle de Charline parce qu'elle est passée de la planche à voile au bateau. Donc, c'est vraiment une grosse diff. Elle a appris à poser des questions. Elle était vraiment taquée. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a eu plein de moments de doute. Et quand on voit que là, ça paye aussi bien, c'est que aussi avec Benjamin Bonneau, ils ont fait un super boulot. Et voilà, ce qui les différencie, c'est qu'elles répondent présent dans les moments à fort enjeu, quoi. Pierre, raconte-nous un peu la première journée de Sarah et Charline. Comme vient de le dire Émile, elles signent 3 places de 2. C'était une entrée incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Quand on regarde un petit peu les trackings, c'est vrai que ça donne vraiment la sensation qu'elles naviguent posées, sans forcément prendre des risques énormes, souvent des départs milieu de ligne, mais avec de la place. Elles ont vraiment, ça se voit qu'elles ont une très très bonne vitesse au près parce que très rapidement elles ressortent en pointe souvent après les départs. Et puis je pense qu'elles ont tellement enfin elles ont manche après manche, elles ont tellement montré à tout le monde qu'elles avaient quand même une excellente vitesse au près que j'ai même l'impression que sur les dernières manches d'hier, elles avaient de plus en plus de place autour d'elles sur les départs. Je pense que les concurrentes devaient quand même commencer à s'en méfier beaucoup. Et puis après, au niveau stratégique, je trouve elles ont fait des choses relativement simples. Elles ont très très bien contrôlé leurs adversaires quand il y avait besoin et par rapport notamment aux Hollandaises, j'ai trouvé qu'elles avaient vraiment été très très précises au niveau des ajustements des cadres. Là-dessus, elles ont gagné pas mal de place à chaque fois parce qu'elles n'étaient pas toujours directement en tête, souvent dans le paquet de 5. Et puis très vite, hop, elles arrivaient à ressortir 2, voire en tête sur beaucoup de manches. Parce que c'est ça qui est assez fou, c'est qu'elles ont 5 manches de 2 en 6 manches, mais quasiment sur ces 5 manches-là, elles ont passé un bout de moment de chaque manche en tête aussi. Donc ça montre quand même le potentiel incroyable. Donc vraiment, ouais, on est tous admiratifs. Ouais, elles font manche de 12, 11, 10 aujourd'hui. Selon toi, c'est surtout lié, comme le disait peut-être Émile, aux conditions qui sont un peu plus soutenues. Peut-être qu'elles sont un peu moins à l'aise dans ces conditions. Oui, bah on sait qu'il y a une très grosse différence de gabarit aussi, hein. Elles sont quasiment 10 kilos plus légères que la norme. Donc forcément, dans des conditions plus ventées, c'est plus compliqué pour tenir le bateau, mais elles l'ont quand même très bien fait. Elles ont pas pris de plomb. Elles sont vraiment encore dans le match et encore une fois, elles avaient tellement d'avance avant cette journée d'aujourd'hui que même encore ce soir, elles sont encore confortablement installées deuxième. Après, c'est sûr voilà, demain, ça va être quand même une journée décisive si jamais il y a encore les mêmes conditions. Parce que derrière, même si c'est encore loin, ça se rapproche. Et surtout, les Finlandaises et les Suédoises ont fait quand même une très très bonne journée. Donc voilà, faudrait pas que l'avance fonde comme neige au soleil non plus. Pierre, tu as été médaillé de bronze à Rio. Je crois que c'était le même jour que le titre olympique de Charline, si je me souviens bien. Quel est toi ton regard sur le défi assez dingue qu'elle s'est lancé de changer complètement de support et de se lancer en 49er FX cette année, alors qu'elle n'avait jusqu'ici fait que de la planche? Bah, je pense on trouvait tout ça un peu fou comme, comme challenge. Je pense qu'on est peu à y avoir cru au début. Moi, j'y ai pas forcément cru, surtout en 3 ans. Une Olympiade qui est quand même beaucoup plus resserrée. Mais en même temps, dans un coin de ma tête, je me disais, c'est vraiment fou, mais en même temps, c'est Charline, quoi. Et je connais Charline depuis quasiment 15 ans, depuis que je suis rentré en équipe de France. Et c'est sûr que je pense que c'est une des athlètes qui a la plus forte motivation que je connaisse et qui est capable de mettre vraiment énormément de facteurs dans la balance pour arriver à ses fins. Elle a vraiment une motivation sans égale, je pense vraiment. Plusieurs fois pendant l'Olympiade, là,
je regardais les résultats. Elle a eu des résultats très compliqués parfois. Elle s'est souvent retrouvée en poule argent. Je me disais, mais la majorité des athlètes auraient abandonné, quoi. Mais Charline abandonné, c'est un mot, je pense qu'elle ne connaît pas réellement, quoi. Et je pense qu'elle y a cru jusqu'au bout. C'est une lâche rien, pas possible. Et je pense que sur cette dernière année, elle a montré qu'elle avait vraiment eu raison d'y croire parce elle a rattrapé le niveau. Elles ont rattrapé le niveau ensemble de manière fulgurante et d'arriver à faire ce qu'elles font, c'est incroyable. Émile, elles sont encore à portée de la première place occupée par les Néerlandaises. On rappelle que dans le duo néerlandais, il y a Odile van den Nooit qui est une légende du 49er FX. Si je me trompe pas, elle a été triple championne du monde. Il y a aussi les autres qui reviennent derrière. Quand il reste que 3 manches comme ça avant la medal race, est-ce qu'on commence comme j'imagine que la pression commence à monter, est-ce qu'on regarde plus devant, on regarde plus derrière, est-ce qu'on commence déjà à penser à un éventuel marquage ou au contraire il faut rester focus sur ce qu'on sait faire, quel peut être leur état d'esprit demain matin quand elles vont attaquer ces 3 manches? Moi, je pense que demain matin, ça va vraiment être la force de leur équipage parce que ça va être un moving day, donc beaucoup va se jouer demain, comme le disait Pierre. Et avec l'expérience qu'elles ont, cette JO, des médailles olympiques, elles vont justement savoir qu'il faut se concentrer sur le plus important, donc sur le parcours, sur la vitesse. Moi, j'ai entendu parler pendant que c'était filmé là. C'est impressionnant la communication qu'il y a à bord. Donc, il faut arriver à garder ça, rester très focus. Et il n'y a pas pour moi de match race avant la dernière manche du jour. Et même ça, je suis pas sûr que ce soit très utile. En fait, elles ont beaucoup d'avance pour l'instant sur la quatrième. Donc, il faut qu'elles fassent leur manche, voilà, qu'elles aient le mieux possible, parce que si elles font une très belle journée, ça va vraiment pour elles très bien se passer. On est confiant sur leur chance de terminer sur le podium jeudi. Ah mais moi quand je les vois, je suis plus, c'est plus que possible. Elles sont en train de réaliser un rêve. Maintenant, moi je me souviens très bien de Charline qui après les Jeux de Tokyo était venue nous parler. Voilà, c'est une très très grande championne. Moi, elle m'inspire beaucoup. Elle m'a vraiment voilà donné envie de me battre et de repartir. C'est une très très grande championne, Sarah aussi, et je sais très bien qu'elles vont répondre présent, qu'elles vont savoir comment gérer la pression voilà, sur cet avant-dernier jour. Elles sont très bien entourées avec Benjamin Bonneau aussi, et toute l'équipe de la Fédé. Hein. On parle pas de l'encadrant, mais il y a une super équipe qui va être là pour eux. Mais ça part vraiment de l'équipage, et je leur fais confiance pour parfait si elles arrivent à communiquer demain comme elles ont fait voilà, les 3 derniers jours. Et est-ce que tu sais à quoi elles vont s'attendre demain au niveau météo? Est-ce que ça va être proche de ce que vous avez connu aujourd'hui? Est-ce que le vent va forcir? Est-ce que tu peux nous en dire plus si jamais tu as acheté un coup d'œil? Je crois qu'il y aura même un peu moins de vent qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si je vois un peu ce il y avait entre 12 et 16 nœuds sur leur plan d'eau. Il y aura peut-être un peu moins de vent demain. Donc voilà, c'est pas leur condition idéale de petit temps, mais elles vont s'en sortir comme elles l'ont fait aujourd'hui, et même elles peuvent faire encore mieux. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est une bonne journée. Hein. Elles font 12, 11, 10, quelque chose comme ça. C'est vraiment une journée qui limite la casse. C'est très très bien. Il faut qu'elles fassent pareil ou mieux demain, mais pour l'instant, c'est exceptionnel ce qu'elles font parce qu'elles n'ont pas de bâche, elles n'ont pas de mauvaise manche. Émile, on va continuer avec toi sur les 49ers, ta série. Tu étais en compétition avec les sélectionnés français pour ces Jeux, Clément Pékin et Erwan Fischer, qui sont 8e après 3 journées. Ils étaient champions du monde, ils sont champions du monde en titre. Ils arrivaient avec le plein de confiance et on a l'impression qu'ils sont un petit peu en dedans. Quel est un peu, toi, ton regard de spécialiste sur leurs 3 premiers jours de compétition? Mais oui, alors moi je suis pas tout à fait d'accord, je les trouve pas en dedans, ils sont vraiment dans le match. Voilà, le top 10 est très très serré. Évidemment, plus les joueurs avancent, plus on aimerait être aux avant-postes. Hein. Ce qui se passe, c'est que voilà, ils limitent la casse, ils sont vraiment dans le match. Ils n'ont pas eu les bonnes journées comme Sarah et Charline encore, mais c'est vraiment important de dire que voilà, ils sont là, voilà, ils sont dans le coup. Et ce qu'il faut, c'est par rapport à aujourd'hui, c'est monter le niveau de jeu sur les départs. Je pense qu'il leur a manqué aujourd'hui, c'est les départs, ce qui fait que direct ils sont derrière et puis ils remontent. Ils ont une très grosse capacité à remonter. Ils ont dû remonter, je crois, une vingtaine de places aujourd'hui. Donc ça prouve qu'ils vont vite et qu'ils naviguent bien. Donc le but demain, c'est de bien partir et voilà, de partir devant et d'accélérer parce qu'ils sont capables de remonter des places. Donc il faut juste faire des places un peu plus, voilà, un peu plus haut dans le classement.
Tu fais bien de rappeler, le classement est très très serré, à part les Espagnols qui sont un petit peu qui sont un peu décrochés, qui étaient d'ailleurs un des favoris pour le titre. Le classement est très serré derrière, ça veut dire que tout peut encore se passer. Est-ce que on sait qu'ils aiment plutôt le vent soutenu? Est-ce que les conditions de petit temps, ça les a un peu desservis ou est-ce que selon toi, Émile? Ah oui, alors là, c'est un secret pour personne que les gars sont plutôt bons dans la brise. Nous, ce qu'on aimait, c'était plutôt le petit temps, donc on se complétait en tant que concurrent. Mais par contre, ils ont vraiment beaucoup progressé dans le petit temps. Et on l'a vu sur les 2 premiers jours où ils font des journées très correctes. C'est-à-dire que sur la vitesse, ils sont bons. En com, ils sont très très bons. Techniquement, ils sont au point. Voilà, c'est pas les conditions où voilà, je sais que Clément et Erwan, ils aimeraient bien tendre les jambes. Voilà, tirer un peu sur le bateau, c'est là où ils font un plus. Bah, ils auront pas ça, je pense, sur ces jeux. Donc à eux de voilà sortir leur arme, faire au mieux possible avec les conditions qu'ils auront. Mais je sais qu'ils ont les moyens de revenir et d'aller chercher ces 3 premières places pour être dans des bonnes conditions pour la medal race. Pierre, quel est ton regard sur les performances de notre duo champion du monde? Bah, effectivement, ouais, on voit qu'en vitesse, ils ont un petit déficit, mais ils se sont quand même beaucoup compliqué la tâche aussi sur les départs. Ils ont connu quasiment sur toutes les manches que j'ai pu suivre, là, il y a quand même très peu de départs corrects. Ils sont souvent un petit peu en dedans. Ils ont souvent été obligés de renvoyer très peu de temps après le départ. Alors parfois, du coup, ils ont dû renvoyer sur le mauvais côté du plan d'eau. Parfois, ils ont renvoyé, ils se sont retrouvés au contact. Hier, ils ont dû faire un 360 sur leur première manche. Aujourd'hui, c'est pareil. Je crois ils ont voulu batailler le bout de ligne. Ils se sont retrouvés enfermés. Ils ont dû recroiser derrière toute la flotte. Pour le moment, j'ai pas encore vu vraiment de manche où, à part peut-être une ou deux, où vraiment ils sont partis avec du vent frais et ils ont pu faire leur route. Ils ont fait quasiment toutes leurs manches en étant contraints et malgré ça, ils arrivent quand même à faire des gros retours. Donc je pense que la vitesse, ils l'ont. Et je pense qu'ils pourraient se simplifier la tâche en essayant de partir un peu mieux. Ça c'est une certitude. Mais dans certaines conditions, effectivement, on voit que dès que ça dépasse 9-10 nœuds, ils ont quand même un surplus de vitesse qui est énorme. Hier sur la manche où ils tournent au départ, ils font leur 360, ils partent vraiment dernier, ils finissent la manche troisième et ils ont vraiment littéralement transpercé la flotte en vitesse, quoi. Donc je pense que le potentiel il est clairement là quand même. Pour donner des petites infos sur les conditions d'aujourd'hui, en fait ils ont donc les 49ers FX ont eu quasiment jusqu'à 25 nœuds. Il y a eu des claques, on l'a pas forcément vu, mais il y a eu des claques très très fortes aujourd'hui qui descendaient sur le plan d'eau à certains moments et du coup il y a même eu plus 15-20 nœuds à certains endroits du plan d'eau. Et eux, par contre, ils ont couru en fin de journée. Le vent avait vraiment beaucoup baissé en fin de journée, donc je pense que ça les a pas non plus beaucoup aidés, quoi. Émile, si tu te mets dans la tête de Clément et Erwan ce soir, à ton avis, quel est un peu l'état d'esprit, leur état d'esprit? Moi, je les connais, hein, je les connais très bien. C'est des lâches rien, les deux, avec Françoise aussi. Hein. Françoise, voilà, c'est une super coach. Et je sais que voilà, ils vont débriefer. Erwan, il faut qu'il retrouve un peu son mojo, son agressivité sur les départs. Voilà, il faut que l'enjeu soit juste un élément en plus. Et je pense qu'ils arriveront à voilà, passer le cap pour vraiment être voilà, au-dessus d'un nuage et à l'attaque comme ils l'ont été à Lanzarote. Françoise, on précise, c'est Françoise Lecourtois, leur entraîneur. Donc vous pouvez écouter d'ailleurs le podcast Navigante d'Hélène Cougoul de Tip Shaft dans le numéro 43 où elle explique justement son rôle d'entraîneur du 49er. On va passer, Pierre, à ton support de prédilection. Alors toi, c'était la planche RSX, mais tu t'es quand même toi aussi mis à la IQ Foil et tu as tenté, si je ne me trompe pas, de te qualifier aussi pour ces Jeux de Paris 2024. Raconte-nous déjà un peu comment on passe d'un support à l'autre. On disait qu'il a fallu prendre du poids, il a fallu faire beaucoup de muscu pour en tout cas ceux qui venaient de la RSX pour s'habituer à ce support à feuille. Oui, c'est un support qui est vraiment très très puissant. Pour vous donner une idée, un gabarit normal de 80 kg à partir de 10-12 nœuds au travers, on est quasiment à la rue, quoi. Tellement le foil en fait développe de la puissance. On a une voile de 9 mètres carrés, ce qui est vraiment conséquent en foil puisqu'on a quasiment gardé la même surface de voile
qu'avant RSX, mais avec un foil en dessous. Donc voilà, généralement, quand les bateaux montent sur des foils, ils ont quand même plutôt tendance à réduire la taille des voiles, mais là, ça n'a pas été le cas en planche. Donc effectivement, on est passé d'un gabarit moyen de 75 kg en RSX à un gabarit moyen là de quasiment 95 voire 100 kg pour les meilleurs. Là, les meilleurs font 100 kg. Donc bah effectivement, ouais, ça a été une révolution pour nous. Qu'on a suivi progressivement parce qu'en fait petit à petit bah, on a vu qu'il fallait prendre du poids, on savait pas jusqu'où fallait aller. Moi, pour ma part, j'ai pris jusqu'à 15 kilos et après, j'ai senti que le corps était plus capable d'aller plus loin Ouais. et c'était pas encore suffisant. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit que effectivement, ce serait peut-être pas pour moi. Mais voilà, ça c'est vraiment la grosse révolution effectivement pour les planchistes. De tous les athlètes qui ont participé aux Jeux de Tokyo, il n'y en a pas un seul quasiment qui est là sur les Jeux de. Il n'y en a qu'un seul, c'est le grec, qui a réussi à se resélectionner, mais sinon les autres, bah, ils ont pour la plupart arrêté. Donc c'est vraiment, voilà, on a changé totalement de monde là. Est-ce que tu peux nous expliquer le format des jeux en planche avec UFoil? C'est pas comme les 49ers, il n'y a pas 9 ou 10 manches et une medal race, c'est un format particulier. Est-ce que tu peux rapidement nous l'expliquer? Oui, bah le but en fait, c'était vraiment de pouvoir proposer un format sur lequel les finales se courent en one shot en remettant les points à zéro. Donc pour vraiment l'idée c'était d'avoir voilà un vainqueur qui franchit la ligne d'arrivée en tête à la fin de la régate. Et donc pour ça en fait ils ont mis tout un système de qualification. Donc là en fait il va y avoir plusieurs manches qui vont être courues. Normalement le programme c'était d'en faire 20, mais là il y en aura forcément moins. Donc on court beaucoup plus de manches qu'en RSX. Il y a différents formats. Il y a des formats courts, donc type slalom. Il y a des formats classiques, style bah, course race, comme on a l'habitude de faire dans les autres séries. Et il y a un format marathon également c'est des manches qui durent 1 heure et demie. Donc on cumule tout ça, ça donne un cumul de points sur la semaine et à partir de là en fait le premier du classement général est directement sélectionné pour la grande finale qui se joue à 3 au cours de laquelle les points sont mis à zéro. Donc en fait le premier du classement général est assuré de faire une médaille. Ensuite, le deuxième et le troisième du classement général de la semaine sont qualifiés pour la demi-finale. Et ensuite, du quatrième au dixième, bah, en fait, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Et ensuite, donc pour accéder à la finale à 3, il faut passer les quarts de finale, demi-finale, et pour espérer arriver dans cette finale à 3. Donc, comme c'est le GP, finale à 3. Exactement. Émile, toi, tu fais un support très différent de l'IQ Foil. Est-ce que c'est un support qui te paraît inaccessible? Est-ce que c'est un support que tu as déjà essayé? Quel est ton regard, toi, sur le support? Alors, c'est une bonne question. J'ai déjà amené des athlètes faire du 40, Louis Giard, Lola Sorin, mais j'ai jamais fait la planche à voile à foil. En fait, voilà, hein, je trouve que c'était un peu risqué de faire ça quand on était en sélection. Je fais un peu de wing foil, donc je passe un peu de temps à voler. Mais j'aime beaucoup les regarder, je les ai regardés. Je trouve que c'est assez impressionnant la vitesse qu'on peut atteindre par rapport au vent. Enfin, Pierre pourrait nous dire exactement, mais en fait, j'ai l'impression qu'on peut aller 2, 3 fois plus vite que le vent. Et ce qui est vraiment super aussi, c'est le format de finale où je trouve ça très télégénique, où on comprend bien. Et je pense que nos séries 40, 49 FX vont tendre vers des finales où c'est plus simple de comprendre et où en fait le gagnant est vraiment décidé à la fin. Ouais, j'ai l'impression que ça va être le cas, que World Sailing commence justement sur certaines compétitions à introduire des nouveaux formats qui vont dans ce sens. Ouais, moi je suis représentant des coureurs à la classe 49er et Ouais. donc tout le monde est en train de réfléchir à des solutions pour pas que quelqu'un gagne avant le dernier jour déjà et Ouais. pour qu'il y ait vraiment un suspense jusqu'au bout. Donc l'idée c'est de garder la partie tactique, stratégie, bateau qu'on connaît, mais d'ajouter voilà un peu de piment pour que les gens puissent bien comprendre et que ça reste du suspense jusqu'au bout quoi.
Bon, on va regarder la compétition maintenant. Pierre, on va revenir vers toi. La compétition masculine, comme je disais, c'est le Néerlandais Luc van Opsieland qui était un des favoris, qui a complètement manqué sa première manche, mais qui après s'est bien réveillé en signant notamment deux victoires de manche sur les 6 courus, qui est en tête. Quel est un peu ton regard sur ce début de compétition? Est-ce que tous les favoris sont au rendez-vous? Est-ce qu'il y en a qui se sont manqués? Raconte-nous un petit peu. Pour moi, tous les favoris répondent présents. Il y a vraiment pas trop de surprises, si ce n'est l'Allemand qui est actuellement 19e, qui là vit un début de compétition catastrophique. Mais sinon, vraiment dans le top 10, c'est vraiment que des clients. Vraiment là, c'est tous ceux qu'on attendait répondent présents. C'est serré, clairement. Il y a une très grosse densité, mais ça, j'imaginais que ça allait être le cas, hein, parce que c'est vrai que il y a eu, c'est un support qui est jeune, là, QFOL. Du coup, ça fait 3 ans que tout le monde s'y est collé. Et les Français avaient un avantage vraiment énorme en début d'Olympiade, qui s'est très très vite réduit. Les étrangers ont très vite compris comment ça marchait. Et vraiment là, on a assisté sur la fin de l'APO sur cette dernière année vraiment une densification du niveau qui est vraiment énorme. Je pense que dans le top 10 là qu'il y a actuellement, quasiment tout le monde est capable de gagner. Il y a quand même vraiment effectivement le Hollandais qui lui est régulièrement aux avant-postes. Mais récemment, voilà, je prends l'exemple de Pavel, le Polonais là, qui revient vraiment dans le match alors qu'on l'a pas vu quasiment de l'Olympiade. Là, il est vraiment redoutable. Il a fait vice-champion du monde cette année. Là, il est deuxième ce soir. Donc voilà, Nico, il est au milieu de tout ça et il a largement sa place pour être sur le podium, hein. Ça, il y a aucun doute. Maintenant, c'est un support qui va très très vite, qui ne tolère pas la moindre erreur. Et aujourd'hui, Nico a fait des petites erreurs qui lui ont coûté cher. Donc, mais pour autant, je pense que sa vitesse est excellente. Il a plutôt pris des très très bons départs aujourd'hui. Il a manqué de réussite sur certaines choses, mais en tout cas, je pense que le potentiel est là. On rappelle que Nicolas Goyard, qui est le frère de Thomas, qui a été médaillé d'argent en RSX à Tokyo, a été effectivement au début du lancement de cette série le meilleur spécialiste du monde. Il était champion du monde, il dominait largement et comme tu le disais, la concurrence après Tokyo a commencé à vraiment se mettre à la foil et à se rapprocher. Quel est ton regard, Émile, toi, sur Nicolas Goyard, que tu as dû côtoyer peut-être en équipe de France et sur son début de parcours sur ces jeux? Moi, le regard que j'ai, évidemment, techniquement, je suis pas aussi calé que Pierre, mais je m'en souviens du début de l'équipe de France, juste après Tokyo, d'un gars très accessible, avec une bonne énergie. Il faisait un bon duo avec son frère. Imaginez qu'ils sont quand même battus, il n'y avait pas que eux deux, hein, mais ils sont battus quand même entre frères pour décrocher ce ticket. Donc c'est quand même c'est une belle histoire. Il y avait d'autres athlètes très très bons, mais les deux en faisaient partie. Et Nicolas, je trouve que voilà, on sent que voilà, il avait quand même depuis le début un cran d'avance et en fait, ça suffit pas d'avoir un cran d'avance. Je pense qu'il a réussi, voilà, à continuer à se remettre en question pour rester très performant. Et là, il est très clairement médaillable et j'espère vraiment que les prochains jours vont être bons pour lui. On pourrait dire la même chose de la représentante française en IQ-Foil qui est Hélène Noësmoen, qui était pareil, qui a largement dominé le support en début d'Olympiade avant d'avoir un peu plus de difficultés, mais de viser bien évidemment elle aussi un podium cette compétition olympique. Pierre, quel est ton regard sur son début de compétition? Elle est aujourd'hui 6e au classement général. Bah, elle a très très bien rebondi parce qu'elle a vraiment connu une journée hier quand même très compliquée, hein. Hélène, elle a fait du coup les deux manches qui ont couru, elle fait 12 et 19. Donc c'est vrai que c'était un petit peu un début compliqué avec des mauvais départs sur des formats slalom, donc des manches qui durent 4 minutes. Donc là, ça ne pardonne pas du tout. Et aujourd'hui, elle a vraiment très très bien rebondi. Elle fait quand même une journée vraiment très très placée avec des bonnes manches. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu son entraîneur Pierre qui me disait qu'elle avait laissé filer quasiment 12 points aujourd'hui sur des petites erreurs, pareil, qui lui ont coûté très cher. Mais je trouve que là, c'est très positif de la voir cinquième ce soir. Je pense que voilà, elle est là, elle est vraiment dans une bonne spirale.
Euh, elle a fait de très très bons départs là, sur les 2 dernières manches avec une bonne prise de risque. Elle a vraiment réussi à remettre en jeu son niveau de prise de risque là, par rapport au départ d'hier. Donc vraiment, moi je la trouve là vraiment en bonne position. Ouais, avec une compétition qui est pour l'instant nettement dominée par la Britannique Emma Wilson. Hein, j'ai ses résultats sous les yeux. Sur les 7 manches, elle fait 4 manches de 1, 2 de 2. Elle rate juste la cinquième où elle fait 17e. Elle marche sur l'eau pour l'instant, Pierre. Oui, oui, bah, ça on s'y attendait un petit peu, hein. On savait que sur le podium, potentiellement il restait que 2 places parce que Emma, jusque là, ça fait 2 ans maintenant qu'elle truste les premières places, vraiment quasiment systématiquement avec une avance incroyable. Elle a vraiment un truc en plus en technique, dans tous les domaines, techniquement, stratégiquement, sur les départs. C'est vraiment propre, c'est nickel. Elle a tout le temps un petit plus de vitesse dans toutes les conditions. Dans les manœuvres, c'est quasiment une des seules à faire des falling tack impeccables. Enfin, vraiment, elle a poussé les curseurs dans tous les domaines et c'est vraiment pas une surprise de l'avoir à ce niveau-là. Émile, toi, ton regard sur, alors tu connais sans doute peut-être un peu moins la Britannique Emma Wilson, mais peut-être plus Hélène Westmoen. Quel est ton regard sur son parcours et qu'est-ce que tu penses à quoi elle peut prétendre d'ici la fin de la compétition olympique? Ouais, je suis un grand fan d'Hélène parce que j'étais en sport-études avec elle, en tout cas à la Baule, donc pendant le lycée. Voilà, elle était un exemple pour moi, elle avait quelques années de plus. Et puis de toute la famille au final, parce que il y a beaucoup de Westmen qui font de la planche à voile. Hein. Elle est entraînée par son frère, comme Pierre le disait. Et Hélène, elle est clairement médaillable. Voilà, c'est un peu comme. Enfin, je lui souhaite. Elle a clairement l'avance aussi dans le vent. Et donc, il faut que dans le petit temps, elle arrive à faire les manches qui font que dès qu'il y a une journée de brise, elle peut reprendre pas mal de points. Comme le disait Pierre, elle a vraiment fait une belle journée. J'espère vraiment que voilà, ça va continuer comme ça. Et puis voilà, je sais qu'elle est capable de gérer des moments forts en jeu. Et puis pour terminer, le format de course de la planche à voile fait qu'en fait le but c'est vraiment d'être dans les 10 premiers. Hein. Tous jouent le dernier jour, donc il faut rentrer dans les 10. Et après, voilà, c'est vraiment le cut qui arrive assez vite. Et donc c'est des manches plus qu'importantes qui vont arriver le dernier jour. Ouais, tout est possible, effectivement, à partir du moment où on termine dans les 10 premiers. Un mot rapidement sur les autres séries qui vont commencer. Je crois que c'est les 4,70 donc qui démarrent jeudi les prochains. Les autres, c'est le week-end prochain. Je ne sais pas si Pierre et Émile, à quel moment vous étiez rentrés en compétition quand vous aviez disputé vos jeux respectifs. Est-ce que quand on rentre en deuxième semaine, c'est long à vivre? Vous avez sans doute vécu ça peut-être sur d'autres compétitions, sur des championnats du monde ou autres. Comment on vit cette attente. On va continuer avec toi, Émile. Il faut surtout là, dans un contexte très particulier, qui est le contexte des Jeux Olympiques, avec l'ambiance dont on parle, que si tu te mets dans la tête des autres compétiteurs de l'équipe de France, comment tu imagines qu'ils vivent ça? Moi, je pense que comme tu dis, je pense que c'est long. Donc ça démarre, les premières lettres commencent, on voit qu'à la télé il y a des médailles. Je pense que voilà, il faut vraiment réussir à rester dans l'intensité, voilà, se projeter dans quelques jours. Il faut imaginer que voilà, il y a pas mal d'amis de l'école de France qui auront terminé leur régate, et donc il faut réussir à voilà être patient et en même temps garder le stress et l'intensité de la régate qui arrive parce que c'est un vrai booster ce stress et cette intensité. Hein. Donc c'est voilà être patient et en même temps garder vraiment le petit coin de vigilance qui fait qu'on va se dépasser pendant les épreuves. Quoi. Pierre, à toi, quel conseil tu donnerais à ceux qui trépignent? Je pense ils vont se servir de toute l'énergie positive qui peut y avoir dans cette équipe de France et la magie des Jeux fait que c'est pas que l'équipe de France de voile, mais c'est aussi l'équipe de France olympique. Et je pense que ce soit Lauriane, Jérémy ou Jean-Baptiste, ils sont forcément comme nous tous accrochés à leur téléphone, à regarder les résultats incroyables de l'équipe de France olympique, les médailles qui arrivent tous les jours. Et ça, c'est un petit peu la magie des Jeux. C'est vraiment quelque chose qui galvanise et qui booste énormément. Alors, en plus de ça, effectivement, s'ils voient les copains ramener des médailles là sur les premières médailles race, c'est quelque chose qui peut totalement changer le cours des Jeux pour les voilés aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a vraiment il y a un esprit d'équipe et il peut y avoir une émulation extrêmement positive si ça commence par des médailles.
évidemment, les copains auront envie de suivre la même voie. Ce soutien du public français qui est vraiment latent dans toute qu'on constate vraiment dans toutes les tribunes de tous les stades. Peut-être qu'on s'y attendait pas à ce point-là. Est-ce que c'est vraiment un gros atout ça? Alors pour la voile, il navigue bien évidemment loin du public, mais c'est vraiment quelque chose qui peut porter. J'imagine que vous avez jamais trop vécu ça. On va continuer avec toi, Pierre. Bah oui, c'est quelque chose qui est unique et justement on était en train d'essayer de négocier avec l'équipe de Paris 2024 pour qu'ils puissent mettre des supporters sur l'eau aussi pendant les finales et pour le moment c'est un petit peu encore en pourparlers mais effectivement c'est quelque chose d'exceptionnel pour les athlètes de sentir les Français vibrer. Voilà, c'est vrai qu'on n'a jamais la chance de vibrer dans un stade comme le font beaucoup, mais en tout cas là, ils essayent de mettre des choses en place pour que ça puisse se faire d'une certaine manière. Donc ce serait vraiment super que pour les finales, on puisse aller sur l'eau, donner de la voix pour encourager les copains. C'est possible qu'on y arrive, mais après, même si ce n'est que à terre, en tout cas, il y a un public de folie. Le public marseillais est connu pour sa ferveur dans le sport et franchement, ils sauront donner de la voix, ça c'est une certitude et ça va booster les Français, c'est sûr et certain. J'imagine que l'un comme l'autre, en tant que sportif de haut niveau, vous regardez pas que la voile. Émile et Pierre, je vais vous poser la question. Quel est pour l'instant pour vous le moment le plus fort de ces Jeux? On va continuer avec toi, Pierre, et après on passera à Émile. Bah moi j'ai presque versé une petite larme hier en regardant la finale de Nicolas Gestin. C'est vraiment incroyable d'avoir réalisé ça. Champion olympique de canoë-kayak qui succède, je crois, au palmarès à Tony Estanguet, le président du comité d'organisation dans. Ouais, c'était totalement fou. Nicolas, j'avais déjà rencontré parce qu'on était dans l'équipe. Bah justement, il était présélectionné pour Tokyo. On s'était vu pour. Bah, il est finistérien également, donc on s'était déjà rencontrés. Et là, je l'ai suivi forcément sa course de près et d'avoir fait ce qu'il a fait hier là, quasiment décrocher une médaille d'or à 24 ans. Devant une tribune qui était bondée avec quasiment 5 secondes d'avance sur le deuxième. Enfin, tu te dis que c'est l'apothéose du sportif, quoi. C'est incroyable. Émile, toi, quelle est l'image forte de ce début de compétition? C'est vrai que j'ai eu la chance de les regarder en replay, mais j'ai vu la finale, c'était vraiment impressionnant. Moi, c'est hier soir, j'ai vu en direct nos deux filles, donc Sarah et Manon, qui ont eu chacune médaille d'or et d'argent. Et j'ai trouvé ça magnifique de voir les deux filles Enfin, je trouve ça beau de voir deux Français voilà, en finale. Donc évidemment, elles avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre, voilà, l'une pour l'autre. C'était dans tous les cas une médaille assurée, mais elles se sont battues pour attraper le titre. Et voilà, j'ai trouvé ça beau de les voir médailler toutes les deux et de voir le respect qu'il y avait entre ces deux compétitrices voilà, qui se battaient chacune pour la France, pour la couleur du métal. On parle de Sarah Balzer et Manon Apiti en escrime, médaillée d'argent pour Sarah et médaillée d'or pour Manon hier soir. Un dernier mot tous les deux. Émile, on va continuer avec toi. C'est quoi maintenant la suite pour toi, Émile, avec Lucas? Vous avez donc participé à cette Olympiade. Est-ce que vous remettez ça en vue de Los Angeles 2028 ou vous passez à autre chose? Bah, c'est une bonne question. Nous, on va garder le cycle olympique, donc on va laisser passer les Jeux et prendre le temps de décider pour voir si on repart sur un cycle Los Angeles 2028. Ce qui est sûr, c'est voilà, on a l'âge, on s'entend très bien avec Lucas, mais on veut prendre le temps de réfléchir, de voir comment voilà, on veut reconstruire le projet ou pas, mais de prendre le temps de réfléchir. Et donc, dans quelques semaines, mois, on aura une réponse à apporter. Et toi, Pierre, y a pas, tu nous as dit qu'il n'y aura pas d'AQ foil. En tout cas, il y a peu de Jeux olympiques de Paris 2024 en AQ foil. Est-ce que pour toi, la carrière sportive est derrière toi ou je crois que tu as réussi une brillante reconversion en tant que dentiste. Est-ce que c'est ça ton actualité? Oui, bah c'est vrai que là, dans l'actualité proche, c'est plutôt un retour dans la vie normale pour moi. Même si le sport me démange toujours autant, hein, c'est vrai que c'est très très compliqué de passer d'une vie d'athlète de haut niveau à une vie classique. Hein. C'est sûr
il y a beaucoup de choses qui manquent. Je reste un passionné de planche, de sport en tout genre, donc je continue évidemment de naviguer. Et c'est sûr que je me vois plus faire les sacrifices nécessaires pour prendre autant de poids et réussir à être compétitif en planche à voile, mais je verrai sous quelle forme, mais j'aimerais bien continuer à communiquer, à communier un petit peu ma passion et peut-être apporter mon expertise avec les jeunes du pôle de Brest. Sous quelle manière encore, je sais pas trop, mais c'est vrai que j'ai envie de garder un pied dans ce monde-là parce que c'est quelque chose qui a guidé ma vie pendant près de 20 ans maintenant, et je suis pas non plus prêt à tourner la page totalement au niveau sportif, c'est sûr. Après, maintenant, au niveau de l'autre côté de la barrière, pourquoi pas faire des petites piges de temps en temps et garder un pied dans le milieu. Charline a 39 ans, tu as 35 ans, dans 4 ans tu auras 39 ans, et pourquoi tu ferais pas la même chose, tu n'irais pas faire du 49er avec Émile? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ma femme serait peut-être un peu moins heureuse de l'apprendre. Je viens aussi d'être papa d'un deuxième petit garçon de 1 mois. Et c'est vrai qu'il y a aussi la vie de famille qui rentre en jeu maintenant. Et même si ça me démange, hein, clairement, j'ai encore ça en moi. J'ai encore la flamme olympique est toujours, toujours bien allumée. Mais il y a un moment, il faut aussi rester sage. Eh ben très bien, ça sera le mot de la fin, le mot de la sagesse. Merci beaucoup Pierre et Émile, c'était super intéressant de vous avoir en direct de Marseille pour nous raconter les régates et l'ambiance sur place. On refera la même chose mardi prochain avec vous ou d'autres consultants, on verra d'ici là. Et ben, quant à nous, ben, on se retrouve mercredi prochain Merci pour le beaucoup. 176e épisode de Post Report. Bonne soirée à tous les deux. Merci, bonne soirée. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!